Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, je dois dire qu'en acceptant de venir donner cette conférence dans les journées de la microbiologie avec le titre des microbes rebelles, je ne pensais pas être moi-même attaqué et j'espère que vous comprendrez bien ce que je raconte parce que je parlerai pas trop du nez. Je vais donc relever le défi de vous parler du contenu de nos assiettes et de l'aspect microbiologie. Alors, c'est vrai que Listeria, Salmonelle, E. coli, Campylobacter, le bestiaire des microbes qui peuvent contaminer nos assiettes est large et il fait assez souvent la une de nos médias. Alors, est-ce que c'est si fréquent que ça? Est-ce que c'est si grave que ça également? Est-ce que les flambées sont importantes? Qui contrôle? Comment ce contrôle est fait? Ça va être un peu le menu de cette conférence de ce soir. Alors déjà, loi et contrôle, comment est-ce que c'est organisé en Suisse? Alors il faut savoir déjà que la base de tout, c'est la Constitution fédérale qui donne déjà dans deux articles, un article qui dit qu'on doit protéger les consommateurs et un deuxième qu'on doit s'occuper de la santé des consommateurs en regard des denrées alimentaires. À partir de là, la Confédération a fait une loi fédérale, une loi qui a plus de 100 ans, puisqu'elle est rentrée en vigueur en 1909. Alors, évidemment, on a eu un certain nombre de révisions depuis. Il faut savoir qu'elle est justement actuellement en discussion aux chambres fédérales sous une nouvelle mouture. Mais ça fait plus de 100 ans qu'elle existe. Ça veut dire que le contrôle des denrées alimentaires, les lois sur les denrées alimentaires, sont valables sur toute la Suisse. On a un cadre fédéral. Ça paraît trivial, mais c'est pas le cas pour tous les sujets. On peut penser au contrôle, au tabac par exemple. On peut penser également aux piscines où il n'y a absolument rien de fédéral et où vous avez une vingtaine de législations. Donc un cadre fédéral, mais fédéralisme oblige, l'exécution des lois, ce sont les cantons. Et dans la loi, on trouve que chaque canton doit avoir un service pour exécuter les contrôles avec un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal et des inspecteurs des denrées alimentaires. Donc j'ai 20 collègues, certains se sont un peu regroupés, qui exécutent le droit des denrées alimentaires sur toute la Suisse. Si on regarde, alors on ne va pas faire un cours de droit ce soir, c'est vraiment pas le but, mais si on regarde juste les missions, l'objectif de cette loi, on a un premier objectif clair, c'est la protection de la santé publique, où on va chercher à ce que toutes les denrées alimentaires qui sont mises sur le commerce ne portent pas atteinte à la santé des consommateurs. C'est vraiment l'innocuité des denrées alimentaires, c'est vraiment le principe de base qui régit tout le reste de la législation. Et on voit très rapidement que l'hygiène dans les établissements publics, donc on a déjà la notion d'hygiène et de microbiologie, est directement intégrée dans les premiers articles de la loi, puisqu'on sait bien qu'avec les conditions d'hygiène vont de pair le risque d'avoir donc des bactéries qui pourraient être pathogènes. On reviendra un petit peu là-dessus par la suite. Et puis un autre pan, mais dont on ne va pas discuter ce soir, qui est dans la loi fédérale, c'est toute la lutte contre les fraudes et la tromperie. On peut rappeler l'histoire des lasagnes de cheval, on ne va pas refaire le débat ce soir, mais voilà typiquement un autre pan de notre activité. Alors oui, on a une loi suisse, c'est très bien, mais maintenant si on veut avoir des contrôles qui soient un petit peu efficaces au niveau régional, mais également au niveau international, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les marchandises circulent, les frontières sont devenues beaucoup plus perméables, on ne peut pas exiger seul dans notre pays un tas de prescriptions qui ne seraient pas en vigueur ailleurs. Donc il faut déjà se mettre dans un contexte européen, et il faut bien le dire, les 20 dernières années, quasiment toutes les évolutions législatives qu'on a pu avoir dans ce domaine en Suisse ont été une harmonisation avec le droit européen, de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Il est clair qu'on doit avoir le même langage si on veut travailler avec les autres, et d'avoir le même cadre légal était un des premiers points. Le deuxième, c'est d'avoir des outils de communication. Et il y a un outil extrêmement important qui a vu le jour il y a quelques années, qui est le Rapid Alert Systems for Food and Feed, qui est un système européen qui met en connexion tous les laboratoires et tous les services compétents de l'Europe entière qui font ce travail. Une marchandise, admettons, qui serait contrôlée en Angleterre, produite
par un Français, on arriverait à remonter immédiatement la chaîne. En Suisse, on recevrait une alerte si cette même marchandise était distribuée en Suisse. C'est un outil extrêmement important et performant et qui permet de réagir dans les cas d'alerte très rapidement. Ça, c'est pour le système européen. Maintenant, au niveau de la Suisse, il y avait du travail à faire également, parce que 20 cantons qui exécutent une loi, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe quand plusieurs cantons sont touchés par un même problème? Dans ce cas-là, c'est la Confédération qui rentre en ligne de compte, et c'est à elle qui va coordonner en fait les travaux des différents cantons. Un exemple type, l'alerte de Fukushima. Typiquement, ce n'est pas un problème cantonal, c'est un problème national. C'est la Confédération qui va prendre le lead et qui va gérer la problématique au niveau suisse. Et pas chaque canton de son côté à faire les différentes analyses et différents contrôles. Alors on a différents offices fédéraux qui s'occupent des denrées alimentaires. Pour nous, le principal, c'est l'Office fédéral de la santé publique. Mais l'Office vétérinaire fédéral est également pour nous un partenaire important. L'Office fédéral de l'agriculture aussi. Et l'Office fédéral de l'environnement également pour tout ce qui a trait à la qualité de nos eaux et, in fine, à l'eau potable. Et puis finalement, les cantons entre eux, ils doivent travailler ensemble. Et pour ça, les chimistes cantonaux se retrouvent au sein d'une association et travaillent régulièrement ensemble, de manière à harmoniser nos pratiques, à exiger la même chose d'un canton à l'autre, et aussi à discuter sur certains problèmes, type à organiser des campagnes de contrôle, à faire un certain nombre de choses. Cette association a également plus de 100 ans. Elle a été finalement à l'origine même de la création de cette première loi fédérale sur les denrées alimentaires, et donc elle perdure toujours, et elle est même de plus en plus importante. Alors la collaboration, aujourd'hui vous avez vu, l'exécutif, chaque canton est censé tout faire. À un moment donné, on se rend compte qu'on est limité dans les moyens et il n'est plus possible de tout faire. Au niveau roman, on a mis en place vraiment quelque chose de particulier où on travaille vraiment en réseau, les 6 cantons romans, avec des pôles de compétences particuliers, avec des transferts d'échantillons d'un canton à un autre, où on s'appuie sur les savoir-faire, sur les expertises et les expériences de chaque canton. C'est un point qui est extrêmement important pour nous. On fait des plans de contrôle communs, on a même un système de base de données commune entre les 6 cantons, ce qui fait que moi, si j'ai par exemple un échantillon non conforme prélevé dans un magasin à Genève, mais qui a été fabriqué en Valais, je peux très bien aller savoir si cette entreprise valaisanne a déjà un certain nombre de problèmes, est connue de mes homologues valaisans ou non. Ce qui va être extrêmement important pour les suites à donner, voire même pour le volet pénal. Donc, collaboration intercantonale romande, nos collègues suisses-allemands ne sont pas arrivés à ce niveau-là de collaboration. En Suisse romande, maintenant, depuis 2010, les 6 cantons travaillent vraiment main dans la main. Alors, si on parle un peu concret, contrôle des denrées alimentaires, ok, mais qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 axes principaux pour lesquels les contrôles ont lieu. Le premier, c'est l'inspection. C'est-à-dire qu'on va dans les entreprises. Là, on va pouvoir vérifier les processus, les stockages, les températures, tout ce qui est finalement dans la production des denrées alimentaires. Sur place, on va voir, on peut prélever, mais on peut vérifier ce qui se passe. Là, il y a une douzaine d'inspecteurs sur le canton de Genève qui vont donc dans les commerces de tout type, que ce soit des restaurants, des grandes entreprises, des boulangeries, des boucheries, des grands distributeurs, etc. Donc on va un peu partout, on vérifie essentiellement les processus et on prend de temps en temps des produits. Pourquoi est-ce qu'on prend des produits? Parce qu'on ne peut pas tout voir simplement en inspectant. De temps en temps, on a besoin d'avoir des résultats d'analyse. Il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil et typiquement, la microbiologie ne l'est pas. Donc on va peut-être pouvoir voir que les températures ne sont pas conformes, mais est-ce que le produit lui-même est périmé? Est-ce que le produit peut mettre la santé d'un consommateur en danger, s'il a déjà été vendu par exemple? Pour trouver cela, il faut une analyse en laboratoire. Et puis l'inspection, ça marche pour ce qui est produit chez nous. Mais tout ce qui vit bien d'ailleurs, ce n'est pas les inspecteurs qui vont pouvoir forcément voir s'il y a un problème ou pas dans ce qui a été produit dans un pays tiers. Donc pour cela, il faut faire des analyses en laboratoire. Et dans notre service, nous avons différents laboratoires,
3 de chimie et un laboratoire dédié à la microbiologie, donc à ces analyses de bactéries. Alors juste quelques chiffres, on ne va pas faire long, pour vous donner quand même une idée un peu du volume de ce que ça représente. Bon an, mal an, on fait à peu près 4000 inspections dans tous les types de commerces différents. Parmi ces 4000 inspections, il y a à peu près 3000, on va dire, établissements publics, justement les restaurants, les boucheries, les boulangeries, etc. Mais on est aussi beaucoup actifs lors des manifestations publiques. Pourquoi? Parce que là, vous avez tout d'un coup énormément de monde au même endroit, avec parfois des infrastructures, comment dire, qui ne sont pas celles d'une entreprise, qui sont là juste pour quelques jours, et vous pouvez avoir des problèmes de chaîne du froid, des problèmes de stockage, des problèmes de ce type-là. Donc on est également très très présent lors des manifestations publiques. En gros, dans 30% des endroits où on va, il y a quelque chose à redire. Alors est-ce que c'est grave? Non, pas toujours. On est extrêmement rigoureux dans tout ce qu'on observe, mais globalement, en tout cas sur les chiffres 2012, on a distribué à peu près 700 avertissements. Un avertissement, ça veut dire que vous avez des non-conformités que vous devez régler, et la prochaine fois, nous prendrons des mesures beaucoup plus graves, voire pénales. Et les amendes, on est déjà dans une mesure pénale, c'est-à-dire qu'on est dans des cas où on estime qu'il y a une récidive, ou vraiment une infraction quand même assez importante. Donc environ 450 amendes au niveau des inspections l'année dernière. Et au niveau des produits, bon an, mal an, nous analysons environ 7000 échantillons au laboratoire de Genève. Ça comprend 5500 denrées alimentaires. Ce que les gens ne savent pas peut-être, c'est qu'on n'est pas uniquement impliqué dans le contrôle des denrées alimentaires, mais aussi ce qu'on appelle les objets usuels. Les objets usuels, c'est tout ce qui peut rentrer en contact avec les denrées alimentaires, la vaisselle, les emballages, par exemple, mais également tout ce qui peut rentrer en contact avec la peau et les muqueuses. Donc là, on va parler des cosmétiques, on peut parler des jouets, on peut parler des textiles, donc énormément de choses. Globalement, à peu près entre 15 et 20% de ce qu'on prélève n'est pas conforme à la législation. Alors, il faut faire attention avec ce chiffre, il ne s'agit pas du panier de la ménagère. Les inspecteurs prélèvent des produits ciblés sur les produits à risque. Donc on ne va pas y prendre des choses dont on sait qu'il n'y a pas de problème. On va vraiment viser, selon des problématiques données, les échantillons pour lesquels on a plus de risques. Mais globalement, on a à peu près entre 15 et 20% de non-conformité, et ces chiffres, on les retrouve dans à peu près tous les services cantonaux qui font le contrôle des denrées alimentaires. Dans ce cas-là, un peu plus de 300 amendes et un peu plus de 640 avertissements. Donc vous voyez, il y a quand même un grand nombre de choses et de mesures qui se mettent en place et de contrôle au niveau cantonal et au niveau évidemment fédéral, puisque ces chiffres sont quand même à peu près similaires dans la plupart des cantons. On va revenir maintenant vraiment à la microbiologie et faire un petit historique un petit peu de l'hygiène alimentaire. Alors, le premier qui a vraiment commencé à observer, on va dire, des bactéries, ou du moins de la microbiologie, ça date déjà du XVIIe siècle. Anthony Leeuwenhoek, je ne suis pas sûr de la prononciation, c'était un pari, je crois que j'ai perdu. Donc aurait découvert déjà les premiers micro-organismes, mais sans trop comprendre vraiment ce qu'il observait. Il a fallu attendre le XIXe siècle, avec évidemment l'arrivée de Koch et de Pasteur, qui les premiers ont vraiment mis en évidence des liens entre finalement certaines bactéries et certaines maladies contagieuses. C'était vraiment le grand point de départ de toute l'hygiène, on va dire sanitaire et alimentaire évidemment par la suite. Mais c'est pas passé grand-chose au niveau, on va dire, législatif. En 1920, seulement, les offices fédéraux ont commencé à s'intéresser aux problèmes et à mandater des recherches. Donc il a fallu déjà attendre 40 ans. En 1945, l'Association des chimistes cantonaux avait déjà fait plusieurs lettres et motions auprès des offices fédéraux en leur demandant vraiment la création d'une commission pour s'intéresser à cette problématique des bactéries et de l'hygiène dans les denrées alimentaires. Mais il ne s'est pas passé grand-chose et il a fallu attendre l'épidémie de Zermatt en 1963, épidémie qui a surgi d'un coup par une contamination de l'eau potable avec la fièvre typhoïde
et qui a fait 3 morts et plus de 400 personnes malades, dont de nombreux touristes, et qui a eu alors un impact dans les médias d'alors retentissant, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ça a vraiment été le point de départ qui a fait un peu bouger les choses. Mais il a fallu attendre 20 ans pour avoir la première ordonnance fédérale sur l'hygiène. Elle a moins de 30 ans. Il y a 30 ans en arrière, on ne pouvait rien faire si on observait même des bactéries dans les aliments. 1981, c'est quand même pas si vieux que ça. Hein. Et comme par hasard, en 86, éclate la grande crise des listeria dans les vacherins Mont d'Or, avec un certain nombre de décès, une remise en cause de toute une chaîne de production artisanale et, on va dire, très, très bien implantée dans nos régions. 86, donc c'est juste 5 ans après cette première ordonnance fédérale. Alors depuis, évidemment, toute la partie microbiologie a pris de plus en plus d'ampleur, et je vais peut-être revenir sur la slide précédente. On l'observe encore bien aujourd'hui, parce que si on regarde les raisons de non-conformité des échantillons qu'on prélève, on a 60% des échantillons, donc les non-conformités qu'on dénonce, 60% de ces non-conformités ont trait à des problèmes d'hygiène et à la microbiologie. Alors je vous rassure, ce n'est pas tous des problèmes de bactéries dangereuses pour la santé, Nathalie Moury vous l'expliquera par la suite, mais ça veut dire quand même qu'on a encore des défauts d'hygiène dans énormément d'établissements. Substances étrangères, juste pour, ce sont tout ce qui est pesticides, médicaments vétérinaires, métaux lourds, tout l'aspect des étiquetages et des désignations, des problèmes de composition qu'on peut retrouver parfois. Ce sont les principaux, on va dire, motifs de non-conformité, mais la microbiologie, ça reste le motif principal encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on fait dans ce domaine. Oui, je vous répondrai volontiers, peut-être à la fin. C'est vraiment un autre domaine. Je me tiens très volontiers à votre disposition tout à l'heure. Parce que alors là, je peux parler encore une demi-heure. Voilà. À partir de ce moment-là, on a un cadre législatif. Les organes de contrôle se sont mis à travailler. Les microbes sont parmi nous. Et je vais passer la parole à ma collègue. Merci Patrick, bonsoir à tous. C'est avec un réel grand plaisir que ce soir je vous fais une présentation sur un sujet qui m'est à cœur, qui est la bactériologie dans les denrées alimentaires et le risque que ça comporte. Un sujet que je pratique depuis plus de 15 ans déjà et qui m'anime et me fascine. Donc, et les microbes furent parmi nous. Je poursuis l'excellente conférence qui a eu hier ici même sur le fait que s'il y a un message que j'aimerais distiller ce soir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des microbes. Ils sont autour de nous, ils sont parmi nous. Et même si depuis cette belle photo en microscopie électronique, vous ne verrez plus jamais votre éponge de la même façon, j'aimerais sincèrement que ce soir vous reteniez ça comme message principal. Les bactéries nous sont beaucoup plus utiles que néfastes. Alors, elles furent parmi nous, on leur doit déjà le privilège de l'âge, hein, comme l'a rappelé Karl hier soir, elles sont apparues sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, hein, donc respect. Elles ont comme caractéristique d'être un organisme vivant, constitué d'une seule cellule, ce qui fait aussi leur force, et qui ne se voit pas à l'œil nu, comme le signifie micros, petit bios, donc micro-organisme vivant qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est pour cette raison-là qu'elles ont été longtemps méconnues, et que Pasteur a non seulement observé cette vie infiniment petite, mais en plus en a compris les mécanismes. Et c'est grâce à Pasteur notamment, nonobstant tout le côté médical, hein, je laisse aux experts, n'est-ce pas Jacques, que nous arrivons à conserver le lait, la bière, ce qui n'est pas sans intérêt. Je continue sur les choses très intéressantes. L'épicurienne que je suis commence évidemment par la conservation des denrées périssables. Et il est vrai qu'il est agréable de voir cette jolie photo avec toutes ces bonnes chairs. Effectivement, on utilise aussi les bactéries
Parce que si nous avions ici ce soir tous des yeux bioniques qui nous permettraient de voir l'infiniment petit, on verrait que ça joue beaucoup du coude dans cet univers-là. C'est-à-dire que les bactéries, et ça a été aussi très très clairement expliqué hier soir, sont en perpétuelle compétition. C'est la plus forte qui gagne pour trouver sa nourriture et tout ce qu'il lui faut pour se développer. Donc si vous mettez des bactéries très très fortes, comme des ferments par exemple, vous empêchez le développement de bactéries pathogènes et du coup vous permettez la conservation d'aliments tels que le saucisson, par exemple. Je n'oublierai pas non plus la synthèse biologique. Il a été rappelé aussi hier soir que plus de 80% des antibiotiques utilisés sont produits par des bactéries elles-mêmes. Et donc, il y a toute une biotechnologie qui a été développée et c'est une industrie très, très florissante. La deuxième catégorie de bactéries dont je vais vous parler ce soir, ce sont les bactéries qu'on peut appeler d'altération. Vous en avez tous croisé. Je vais vous donner des exemples assez marquants qui vont vous rappeler certaines situations, j'imagine. Les premières, c'est les bactéries de putréfaction. C'est la fameuse odeur des poubelles, entre autres, où ces bactéries dégradent les protéines, les transforment et synthétisent et fabriquent du gaz, par exemple. C'est ce qui rend cette odeur nauséabonde. Juste un petit clin d'œil sur le fait que, notamment, l'acide aminé l'histidine est dégradé par un type de bactérie pour fabriquer l'histamine, qui est un composé dont beaucoup de personnes peuvent être ultra sensibles et réagissent très très rapidement dès qu'on ingère cette molécule. Il y a aussi d'autres bactéries qui vont rancir les corps gras ou altérer les végétaux. Je pense que vous avez tous en mémoire une banane pourrie, une pomme pourrie. Mais ces bactéries qui alternent et se nourrissent de ces aliments-là sont sympathiques. Elles donnent des messages qui, de façon intuitive, ne vont pas nous donner envie de les manger. D'accord ? La troisième catégorie, et là on rentre dans notre core business, n'est-ce pas ? Ce sont les bactéries dites indicatrices. Donc, quand nos collègues, les inspecteurs, nous font des prélèvements, nous allons rechercher pas forcément les bactéries qui rendent malades, mais nous allons aussi fortement rechercher ces bactéries qu'on appelle indicatrices parce qu'elles vont nous révéler et nous donner beaucoup d'indications quant au traitement des denrées qu'on a prélevées. Je m'explique, je prends un exemple. On va d'abord aller rechercher les germes aérobies, ça veut dire qu'elles utilisent l'air, mésophiles, ça veut dire qu'elles aiment bien la température ambiante, donc on peut en retrouver absolument partout sur les objets, sur vos mains, etc. Ces bactéries sont absolument pas nocives en règle générale, mais leur présence et surtout leur forte présence témoignent souvent d'une rupture de la chaîne du froid. Au niveau légal, par exemple, si on retrouve plus de 10 puissance 8, ça veut dire 100 millions d'UFC, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est l'unité qu'on utilise en microbiologie par gramme, et ben nous, au niveau du chimie cantonale, on peut dire que cette marchandise est impropre à la consommation. C'est que certainement elle a dû, dans sa fabrication, connaître une rupture de la chaîne du froid où les conditions n'étaient pas optimales. Le deuxième germe dont on entend beaucoup parler, c'est l'Escherichia coli. J'ai gagné mon pari. Qui donc est une bactérie dont on entend beaucoup parler. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous dites indicatrices, que normalement elles ne sont pas nocives, qu'elles ne sont pas, elles peuvent même être inoffensives, voire très très utiles, puisque les E. coli sont dans nos intestins. Faut savoir que dans la grande famille des E. coli, 97% de ces bactéries sont inoffensives. Elles nous sont utiles, voire vitales. Donc ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Mais ces E. coli qu'on retrouve aussi sur les mains, alors je ne vous fais pas de dessin, mauvais lavage des mains après être allé aux toilettes, on peut aussi les retrouver par contamination croisée sur les denrées. Donc ça, c'est un des principaux axes de contamination des denrées, c'est que les E. coli qu'on retrouve sur les mains, c'est pour ça qu'on appelle cette maladie la maladie des mains sales, et ben ces bactéries, on va les retrouver sur les denrées. C'est pour ça qu'on va rechercher les E. coli et on va regarder si elles sont là en forte présence. Et si elles sont là, assurément, vu que les E. coli peuplent les intestins des hommes, c'est qu'il y a eu une mauvaise hygiène des mains. Juste une petite anecdote, parce que pendant mes études, l'été, pour aider mes parents à sponsoriser mes études, je travaillais en tant que charcutière dans une grande surface. Vous avez devant vous Miss Poulet 96. Et chaque année, en fait, j'allais travailler en tant que charcutière dans cette grande surface. La deuxième année, le directeur a une idée fulgurante, imposer les gants à l'ensemble des collaborateurs qui manipulaient les denrées.
Jusque-là, pas trop de problèmes. Sauf que la collègue avec qui je travaillais, une charmante jeune femme d'ailleurs, avait même été prise en photo par la presse. Elle était comme ça, dorénavant, dans telle enseigne, obligation de porter les gants, etc. Sauf que cette jeune collègue, qui commençait avec moi à 6 h du matin, enfilait docilement les gants à 6 h du matin, allait nettoyer la réserve avec la serpillière, rangeait les poubelles, tranchait 2 tranches fines pour l'enfant qui était dans le caddie, et enlevait ses gants à 16 h l'après-midi. Ça a déclenché chez moi, je pense, une sorte de révélation où je me suis dit, il est très très important d'accompagner toutes ces mesures pour garantir l'hygiène avec de l'information et de la formation. C'est indispensable. Et ça paraît bête, mais le lavage des mains est une des choses les plus faciles et les plus efficaces quant à l'hygiène au niveau des denrées alimentaires. Les enfants qui sont ici présents pourraient vous le dire, je fais du harcèlement au lavage de mains, et souvent ils me disent « Hey, t'es plus au boulot là ». Mais c'est une notion très simple, mais très efficace. Et ça aussi, c'est un deuxième message que j'aimerais distiller ce soir, c'est qu'un lavage des mains efficace a vraiment des vertus incroyables sur la qualité de l'hygiène dans les denrées alimentaires. Juste comme ça, à votre avis, à partir de combien de secondes un lavage des mains est efficace ? 5 minutes, même les chirurgiens, je suis pas sûre qu'ils fassent, si. 30 secondes. 30 secondes. Comptez, vous verrez la prochaine fois, 30 secondes, finalement, c'est assez long. 30 secondes de lavage des mains et vous obtenez un lavage efficace. Avec n'importe quel savon. Un savon, ça suffit déjà bien. Le bon vieux savon, pourquoi pas. Enfin, la dernière bactérie qui nous aide aussi à nous donner s'il y a eu un manque d'hygiène ou pas, en tout cas pour les produits cuits, c'est de regarder s'il y a une forte présence d'entérobactéries. Donc, on a bien compris, hein, une catégorie de bactéries qui sont utiles, voire vitales. Deuxième catégorie qui alternent les denrées mais qui ne sont pas très méchantes. Une troisième qui est même inoffensive mais qui est fortement indicatrice et qui nous donne bien des rails pour pouvoir après améliorer la situation sur les résultats d'analyse bactériologique. Et on arrive avec la dernière mais non la moindre, les bactéries pathogènes. Celles dont Patrick parlait tout à l'heure, qui font les gros titres des journaux, qui sont certes très inquiétantes, je vous le concède, mais finalement c'est ça aussi notre métier, c'est de connaître au mieux ces bactéries pour pouvoir les éviter de les retrouver dans nos assiettes. D'accord ? La gravité de ces bactéries n'empêche pas l'humour. Hein. Cette petite caricature rappelle les 2 dernières grandes intoxications au E. coli d'ailleurs, la fameuse intoxication en Allemagne avec les graines germées, qui était passée par le concombre, la tomate et tout ça. On verra pourquoi il y avait eu ces incertitudes par rapport à l'origine de l'intoxication. Et puis les steaks hachés, notamment à Bordeaux, où là c'est vrai que ça avait été assez dramatique pour certains enfants. Donc, pathogène, alors j'ai fait que du latin, j'ai pas fait le grec, mais c'est du grec. Le mot pathos, maladie, gène, naissance, donner la maladie. D'accord ? Alors, j'aimerais juste ce soir vous expliquer les 2 principaux mécanismes de pathogénicité. Hein. Le premier, c'est que c'est un agent pathogène bactérien. C'est-à-dire que c'est la bactérie vivante qui est ingérée et qui va envahir l'hôte. D'accord ? Donc c'est une bactérie qui va se multiplier et développer des moyens invasifs qui vont vous rendre malade. Ici, vous voyez une très belle salmonelle qui attaque des cellules en microscopie électronique. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous passer en revue l'ensemble du tableau, mais malgré tout, vous reconnaissez des bactéries qui sont relativement, même dramatiquement connues. Hein, les salmonelles, les 2 types de salmonelles bien connus, les campylobactères, qu'on entend de plus en plus parler, dont on entend de plus en plus parler. Les campylobactérioses est vraiment un problème d'actualité. Les nombres de cas de campylobactériose ne cessent de s'enflammer d'année en année, puisqu'en fait, toutes ces maladies sont des maladies à déclaration obligatoire, et vous avez une statistique de l'OFSP en live. Hein. Les Shigella, les E. coli VTEC, hein, donc celles qui fabriquent des vérotoxines, donc les fameuses 3% qui sont pathogènes, et puis celles qu'on ne cite plus, la listeria. Ce que j'aimerais retenir là-dessus, c'est regarder les temps d'incubation.
La salmonelle enterica, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais regardez, la salmonella typhi, ça peut aller jusqu'à 60 jours, la listeria jusqu'à 70 jours, même la E. coli jusqu'à 10 jours. Je pense que si je vous demande ce soir qu'est-ce que vous avez mangé il y a 10 jours en arrière, vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver et à me dire pourquoi ce que vous avez mangé. Et c'est ce qui s'est passé avec les personnes allemandes qui ont été malades en 2011, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'incubation qui fait que plus c'est long, et avec ce type d'agents pathogènes bactériens qui mettent plus longtemps à se développer dans l'organisme, moins on arrive facilement, plus c'est difficile à trouver facilement la source de contamination. Et en 2011, tout le monde disait de la salade, donc ils sont tous orientés vers le concombre, la tomate, et ils avaient pour la plupart oublié les graines germées. Et quand on a refait les analyses de risque avec ce qu'avaient déclaré les gens, effectivement, on a retrouvé ensuite les graines germées. Mais on avait laissé passer beaucoup de temps. Le deuxième mécanisme dont je vais vous parler ce soir, ce sont les bactéries toxinogènes. Ces bactéries-là, elles ont la caractéristique de fabriquer des exotoxines, exo à l'extérieur d'eux, c'est-à-dire que dans l'aliment, elles fabriquent ces toxines-là. Et des fois, l'aliment est traité thermiquement, les bactéries peuvent être tuées, mais les toxines, elles, sont beaucoup plus résistantes et restent. Et quand vous ingérez, c'est les toxines qui vous rendent malade. Donc là, on voit une belle toxine botulinique. Je pense que vous avez toujours entendu parler de cette maladie. C'est la maladie des boîtes de conserve qui gonflent et qui est redoutable et fatale. Donc là aussi, je pense qu'on a entendu parler de ces bactéries, le Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, les Clostridium, dont le botulisme dont je viens de parler, et le Bacillus cereus, qui est une bactérie aussi que nous, on rencontre souvent lors des analyses que nous effectuons. Et là, regardez, les incubations sont beaucoup plus rapides. Donc on peut être à 30 minutes pour un staph. Nous avons une collègue qui malheureusement a connu ça. Elle peut témoigner que ça a été très très rapide. Donc c'est vrai que c'est plus facile de trouver la source, si vous voulez. Quand je vous parlais tout à l'heure que les bactéries étaient en perpétuelle compétition, elles ont un art incroyable de l'imitation, de s'adapter à leur milieu, c'est ce qui est fascinant dans ce domaine-là. Et la bactérie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le Bacillus cereus, entre autres, a une faculté qui s'appelle la faculté de sporulation. Je vous donne cet exemple parce que c'est assez incroyable, comme une bactérie, quand elle voit qu'elle n'est pas dans un contexte favorable à son développement, va pouvoir se mettre sous forme végétative. Et dans certains déserts, on a retrouvé ces bactéries sous forme végétative, c'est-à-dire spores, si vous voulez, c'est vraiment comme une graine qui se replie sur elle-même et qui est capable de supporter une forte chaleur, qui est capable de supporter des conditions hygrométriques très faibles, un manque de nourriture, même parfois de la présence de désinfectants, et que ces bactéries peuvent résister pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Quand je vous dis qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles vont être là encore longtemps, je pense qu'elles en font la preuve. Alors, voilà, on a fait un rapide tour d'horizon des conditions, des façons de se muter, des façons de s'adapter, leur flexibilité. À quoi ça sert tout ça? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien connaître les bactéries, c'est aussi permettre d'améliorer les conditions de fabrication. Donc, les bactéries ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, comme nous, elles ont besoin d'eau, de température, de nutriments, certaines conditions d'oxygène, certaines conditions de pH. Et du coup, connaître très très bien ces conditions-là de développement permet, si vous voulez, de pouvoir maîtriser les conditions d'hygiène, les méthodes de conservation, d'optimiser les procédés technologiques, par exemple avec des systèmes de marche en avant. Et de ce fait, on limite les contaminations initiales, on évite et on proscrit les contaminations croisées, dont je vous ai donné l'exemple avec les E. coli et les mains, et finalement, in fine, on a une meilleure qualité des produits. Alors la question qu'on me pose souvent quand je dis qu'on travaille dans un laboratoire de microbiologie, mais comment tu passes de cette très alléchante barre de chocolat noir à cette plaque, cette magnifique plaque de E. coli. Alors quand je vous parlais du UFC tout à l'heure, c'est ça. Vous voyez, chaque petit point, c'est une unité formant colonie. Dans une colonie, il y a à peu près 1 milliard de bactéries. D'accord? Donc là, on a un bleu turquoise caractéristique des E. coli, et en fait, on compte simplement, avec des facteurs de dilution, le nombre de bactéries qu'on a par gramme d'aliment. D'accord? Alors, ce qui est très très bien, alors si ça a été long à se mettre en place, on a beaucoup de chance, nous, en microbiologie, parce qu'on a un cadre très très bien fait.
que ce soit au niveau de l'ordonnance sur l'hygiène, où on va nous dire, par type de catégorie, tu vas chercher tel germe, tel germe, tel germe. Hein. Donc, on nous oriente déjà très très bien. Si c'est des produits crus, ça sera E. coli, staph, bésophile. Si c'est des produits cuits, bacillus, staph. Donc, on a vraiment un cadre, on sait ce qu'on cherche. Plus les pathogènes, bien sûr, listeria, salmonelle. Donc tout ça, on a un cadre très très bien décrit dans l'OIJ. Et en plus, les méthodes qu'on utilise, nous sommes un laboratoire accrédité, les méthodes qu'on utilise sont toutes basées sur le MSDA, le Manuel suisse des denrées alimentaires, qui se réfère lui-même à l'ensemble des analyses des normes ISO. D'accord ? Donc nous avons vraiment un système normatif qui fait qu'on a une bonne répétabilité et une bonne efficacité. Quelles sont les entreprises où prélèvent nos collègues les inspecteurs? Il y a les entreprises agroalimentaires, les entreprises de production, tous les établissements publics, écoles, crèches, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, les manifestations publiques telles que les fêtes de Genève, l'ensemble des commerces, et il ne faut pas oublier les fontaines et les distributeurs automatiques. Donc, un inspecteur fait un prélèvement, l'amène au laboratoire. Ensuite, on prend à peu près 15 grammes, on dilue au dixième, on passe dans cette magnifique machine qui s'appelle un stomacheur, qui n'est ni plus ni moins qu'une machine qui tape l'aliment avec l'eau pour arriver à faire une solution qu'on appelle une solution mère. Cette solution mère, après, on l'ensemence sur des plaques. Alors, comme on sait ce qu'on cherche, souvent, on va prendre des milieux. Donc, vous voyez, ça, c'est une plaque de pétri avec une gélose spécifique pour faire pousser la bactérie qu'on cherche, évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plein de bactéries, compétition, jouer des coudes. Donc, évidemment, si on recherche, par exemple, une listeria ou un bacillus, on va prendre une plaque où on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour la listeria pour pousser ou tout ce qu'il faut pour le bacillus pour pousser. Alors, il y a bien sûr d'autres bactéries qui peuvent pousser, hein, elles sont tellement flexibles qu'il y en a bien d'autres qui arrivent à s'adapter, mais on va prendre des milieux sélectifs pour mettre en évidence les bactéries qu'on recherche. Mais ça ne pousse pas d'un clin d'œil, hein, donc il faut qu'on les mette aussi dans des conditions optimales pour qu'elles se développent, dans une étuve, avec une certaine hygrométrie, avec une certaine température, sachant que la température nous permet aussi de pouvoir faire une sélectivité. 24 heures, ça dépend entre 24 et 72 heures, ça dépend le type de bactérie, ça dépend de ce que nous dicte la norme. On va pouvoir lire, voir l'applique qu'on a vu tout à l'heure, hein, et compter. D'accord ? Des fois, bien des fois, il faut avoir une expertise pour pouvoir voir si c'est bien la bactérie qu'on recherche, tester, faire des tests de confirmation sur la base de tests biochimiques, hein, toujours cette connaissance de la bactérie, pour être sûr que c'est bien une listeria monocytogéneuse, par exemple. Alors, juste un rapide coup d'œil sur nos contrôles. C'est vrai qu'on ne cesse d'augmenter le nombre de contrôles. Quelqu'un qui a plein de bon sens dans l'équipe dit que pour trouver, il faut chercher. Hein, donc, on cherche de plus en plus. Et c'est une des missions que m'a confiée Patrick Eder, à nous, les microbiologistes. Donc, on en a fait 2800 en 2012. On a relevé un taux de non-conformité. Alors, je réitère la précaution de Patrick. 30%, c'est vrai que ça fait qu'un aliment sur 3 que vous consommez est non conforme. Mais attention, hein, non conforme, on est bien dans des principes de précaution, c'est-à-dire non conforme à ce que dit l'OIJ, mais ce n'est pas des denrées qui sont dangereuses. Hein, sinon, je pense que ce serait beaucoup plus grave. C'est des denrées qui ne répondent pas à ce que demande la norme. Mais encore une fois, vous imaginez bien que la norme a mis des valeurs très très faibles pour être sûr que les gens ne soient pas malades. D'accord ? Alors je fais un redit par rapport aux bactéries indictatrices. Vous voyez, on a quand même rencontré 22 dépassements en E. coli. Hein, et puis, on a constaté 6%, et ça c'est quand même important, de denrées qui étaient impropres à la consommation. Donc je rappelle, ça veut dire qu'il y a plus de 100 millions d'UFC par gramme d'aliment. C'est énorme. Et enfin, en 2012, on a relevé 25 cas de Bacillus cereus, cette fameuse bactérie qui est capable de sporuler, 14 cas de staphylocoque acaugalues positive, tels que le staphylocoque aureus, et puis, ça faisait très longtemps, 2 cas de salmonelle. Alors là aussi, si la salmonelle, on la retrouve dans un produit cru,
Hein. C'est très important de dire que c'est normal. Vous avez vu les tableaux tout à l'heure. Alors, toute ressemblance avec une émission qui a eu lieu il n'y a pas longtemps n'est pas fortuite. C'est tout à fait normal dans des rues crues de retrouver de la salmonelle. Les bactéries pathogènes se retrouvent partout. Certaines sont ubiquitaires dans la terre, etc. Ce qui est anormal, c'est de retrouver ces salmonelles dans les produits cuits. Donc on a retrouvé des salmonelles dans des produits où on ne devait pas les trouver, mais il est tout à fait plausible de retrouver des salmonelles dans des produits crus. Et par exemple, pour le campylobactère, on a une prévalence, donc c'est-à-dire un pourcentage d'observation du campylobactère dans les denrées crues qui est de presque 90%. Hein. Voilà, juste un dernier petit coup d'œil. C'est vrai que tout le monde se dit les charcuteries sont souvent non conformes. C'est vrai, on a observé un 56% de non-conformité. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le riz cuit et les pâtes sont aussi presque à 50%. On dirait que les produits cuits comme ça, parce qu'on les ébouillante, on n'a pas de risque, c'est faux, et notamment par rapport au bacillus qui peut se brûler, etc. Et on a des non-conformités, des taux de non-conformité assez importants pour ce qui est le riz et les pâtes. Et puis une deuxième petite surprise, c'est que les pâtisseries, qui sont quand même des produits dits sensibles, on relève qu'un taux de 11%. Pourquoi? Parce que les pâtissiers, les gens qui manipulent savent que c'est des produits sensibles et prennent énormément de précautions. Voilà, on ne fait pas que des recherches aléatoires, on fait aussi des campagnes spécifiques et j'aimerais juste faire un zoom sur les contrôles des distributeurs de boissons chaudes. Qui a été initié par une de mes collaboratrices qui est ici, présente, en 2009, et elle avait constaté un taux de non-conformité de 28%. Vous voyez, en 2012, il y a un taux de non-conformité de 6,7%, ce qui prouve que la confiance n'empêche pas le contrôle et que le contrôle a des actions sur les résultats. Voilà. Et pour finir, quelles sont les perspectives de développement? Comme toi, Jacques, hein, on est toujours pris par le temps. C'est-à-dire que je vous expliquais tout à l'heure, les tubes, etc., ça prend du temps. Donc on aimerait, alors pas pour la routine forcément, mais quand il y a des cas d'urgence et d'intoxication alimentaire, aller plus vite, savoir plus vite ce que c'est. Et forcément, gentiment, la biologie moléculaire s'invite dans les laboratoires de microbiologie. Et c'est certainement les alternatives que l'on va prendre dans les années à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant on sait que des bactéries, il en existe pas mal, qu'il y a des pathogènes, que dans nos résultats, on retrouve des marchandises qui contiennent des bactéries, mais finalement, qu'en est-il des statistiques, on va dire au niveau suisse, des maladies, enfin des intoxications qui pourraient provenir des denrées alimentaires? Alors c'est vrai que là vous avez un tableau qui représente le nombre de flambées épidémiques. Donc ce n'est pas le nombre de cas, hein, c'est le nombre de fois où on a découvert un foyer épidémique, c'est-à-dire un grand groupe de personnes qui ont été intoxiquées par un agent pathogène. Alors ce qu'on observe très clairement, c'est que les salmonelles et les campylobactères sont les deux germes, on va dire, qui rendent le plus souvent les gens malades, du moins en termes de flambée. Ça peut être pendant un repas de groupe, par exemple. Mais il faut savoir, à partir de ces statistiques, que d'une part, on parle bien d'un certain nombre, et c'est difficile d'arriver à relier un certain nombre de personnes, de pouvoir identifier une flambée. Parfois, les médecins voient que des personnes, on va dire, individuelles, de se rendre compte que plusieurs et un grand nombre de personnes ont été intoxiquées, c'est relativement difficile. Mais enfin, voilà un petit peu les chiffres qu'on avait de 2002 à 2010, principalement salmonelle et campylobactère. Il faut savoir aussi qu'un grand nombre de bactéries ne sont pas sujettes à déclaration obligatoire en termes individuels. Les grands pathogènes, justement, campylobactère, salmonelle, si vous êtes malade, vous allez chez le médecin et qu'ils font faire une analyse et que l'analyse est positive, ce cas sera référencé à l'Office fédéral de la santé publique. Par contre, pour des bactéries beaucoup moins pathogènes, comme par exemple le céreus, le bacillus cereus, ou encore certaines formes de E. coli, ou les staphylocoques dorés, dans ce cas-là, il n'y a pas de déclaration obligatoire. Il n'y aura une déclaration obligatoire que s'il y a une flambée. Mais autrement, il n'y en aura pas. Ce qui fait que ça fausse des fois un petit peu les statistiques, et c'est vrai que nous, on voit beaucoup plus fréquemment des aliments qui contiennent des céreus que des aliments qui contiennent des salmonelles ou des campylobactères, fort heureusement.
Enfin, voilà les statistiques. Donc vous voyez, il n'y en a quand même pas 20 par jour au niveau de la Suisse. Si on prend l'année 2010, il y a eu un cas de flambée en salmonelle, un cas en campylobactère et 3 cas quand même avec des staphylocoques dorés. Je crois que pour la petite histoire, c'était une colonie de vacances où ils avaient fait une salade de pommes de terre qui traînait là depuis je ne sais pas combien de temps et qui avait été mal préparée. Et puis ça a eu lieu dans le canton de Fribourg et où en fait tous les enfants ont été malades très très rapidement. Je vais revenir sur campylobactère et salmonelle. On a vu que c'était les principaux, on va dire, germes qui pouvaient donner des flambées ou des maladies, on va dire, relativement graves. Là, vous avez le nombre de cas, cette fois, hein, pas les flambées, le nombre de cas qui est déclaré à l'Office fédéral de la santé publique par année. Donc, si on regarde depuis les statistiques de 1988 à aujourd'hui, on voit qu'au départ, on avait beaucoup de cas de salmonelle. Et la Confédération a pris des mesures. Il y a eu un plan de lutte salmonelle, notamment parce qu'on sait que les œufs en contenaient fréquemment. Donc on a plus exigé que les industriels ou que les boulangers utilisent des œufs pasteurisés, par exemple. On a aussi mieux traité les poules. On a pris plus de précautions dans les abattoirs. Et on a réussi à diminuer le nombre de salmonelloses qui avaient lieu dans notre pays. Mais curieusement, ça s'est accompagné par une augmentation des campylobactérioses. Et ces campylobactérioses, on les voit maintenant monter petit à petit. Ce phénomène est observable dans l'ensemble de l'Europe. Et on peut voir que, en Suisse, on est 8 millions d'habitants. Il y a à peu près quand même 8000 intoxications à campylobactères chaque année en Suisse. C'est pas rien, c'est quand même une maladie qui est assez grave. Vous êtes malade bien 10 jours hein, avec une campylobactériose. Pour les personnes à risque sensibles, ça peut avoir des conséquences relativement graves. Ou alors, où est-ce qu'on la trouve, cette campylobactère? Eh bien, on la trouve essentiellement dans les produits de volaille à nouveau. On a pu avoir là une relation entre l'aliment et une maladie assez claire, où on a les statistiques de consommation de volaille avec le nombre de campylobactérioses, et on voit qu'il y a une assez bonne corrélation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en luttant contre la salmonelle, on a finalement favorisé l'arrivée du campylobactère, qui est une bactérie plus faible, mais qui a trouvé un terrain propice à ce moment-là, puisqu'elle n'avait plus de compétition avec la salmonelle, et aujourd'hui on la retrouve encore trop souvent. Alors, comment est-ce qu'on s'intoxique avec campylobactère? De la volaille pas assez cuite, le coup classique de la fondue chinoise, mélanger bœuf et dinde, bœuf, poulet, tout dans la même assiette, le cru, le cuit, voilà, quelque chose classique, les grillades pas assez cuites, on commence à griller, il fait à moitié nuit, on croit que c'est cuit, c'est pas cuit, des choses de ce type-là, et on observe des pics épidémiques au niveau de la campylobactériose l'été et l'hiver, c'est-à-dire vraiment dans la période de Noël. La période de Noël, on appelle ça le pic de la fondue chinoise, et l'été, c'est le pic des grillades. Pour revenir sur la diapositive d'avant, les denrées alimentaires les plus sensibles, là, c'est des statistiques qui sont qui tiennent sur longtemps. Donc, si on a de 93 à 2010, on voit que les produits à base d'œufs, c'était les principales denrées susceptibles d'être contaminées par des bactéries pathogènes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, puisqu'on a résolu une bonne partie des problèmes liés aux salmonelles. Mais on voit que la viande et les plats à base de viande, que le lait, les produits laitiers, ça reste quand même des aliments sensibles. Alors on voit là le lien avec les animaux et avec le domaine vétérinaire. C'est pour ça que la plupart des services maintenant ont fusionné entre vétérinaires et chimistes cantonaux, parce qu'on doit travailler ensemble. La méthode d'élevage, la méthode d'abattage est importante sur ce qu'on risque de retrouver dans les denrées alimentaires par la suite. Alors je vais revenir très brièvement quand même sur le grand choc de ces 3 dernières années, choc auquel la Suisse a échappé, fort heureusement. Nathalie en a parlé un petit peu précédemment. Donc on a eu une épidémie en Allemagne, très importante, où on avait une souche de E. coli. Alors elle vous a dit que 97% des E. coli étaient inoffensifs.
Malheureusement, il y en a 3% qui ne le sont pas, et dont certains peuvent même avoir des conséquences très graves. C'est le cas de cette souche qui est arrivée en 2011 en Allemagne, qui avait de faibles symptômes au niveau gastro-intestinal, mais par contre qui attaquait alors vraiment les reins de manière sévère et qui a exigé un certain nombre on va dire même de transplantations. Il y a eu plus de 4000 personnes malades, 800 personnes avec de graves complications et 51 morts. C'est la plus grave épidémie, intoxication collective qu'on a eue sur peut-être depuis le scandale de l'huile espagnole dans les années 80, mais on n'a rien connu de tel depuis. Alors, pour la petite histoire, donc une nouvelle souche qui arrive, des personnes malades, qu'est-ce qui se passe? Les médecins posent des questions. On essaye de faire ce qu'on appelle l'anamnèse. Qu'est-ce que vous avez mangé, etc. Il se trouvait qu'une grande partie de ces gens-là consommaient passablement de crudités, pas forcément beaucoup d'amateurs de viande. Donc toutes les pistes qu'on avait vues précédemment, qui montraient les œufs, la viande, etc., étaient à peu près à oublier. Donc on s'est basé et recherché dans les légumes. Donc il y a eu des tas d'analyses de légumes qui ont été faites. Et puis comme le E. coli est également un indicateur, ils en ont trouvé dans des concombres espagnols. Ils ont crié victoire un peu trop vite, sans aller regarder que c'était vraiment la souche qui était responsable de la maladie. Mais le mal était fait, et aujourd'hui encore on parle du concombre tueur et du scandale du concombre. Ça reste encore connu sous ce nom-là. Et en fait, il a fallu attendre 2 autres foyers épidémiques, on va dire, heureusement faibles, mais qui ont eu lieu en Suède et en France, pour arriver à refaire le lien sur la consommation de graines germées. Et en fait, au niveau de l'analyse des produits, on n'a jamais rien trouvé. Dans ce cas-là, c'est l'anamnèse des gens, de savoir leurs habitudes, où ils consommaient, de remonter par l'inspection, qu'on est arrivé à mettre le doigt sur l'aliment problématique. Mais autrement, par l'analyse, on n'avait rien vraiment trouvé. Ça reste quand même le grand choc. Et nous, en tout cas, on a eu très très peur que ça arrive en Suisse, en tout cas quand c'est arrivé en 2011. Autre cas complètement atypique, mais que je souhaitais montrer, parce qu'on a des tas de statistiques, on a des tas de choses qui nous montrent qu'on a des aliments à risque, qu'on peut faire des tas de relevés, mais on a des fois des choses qui sont complètement incompréhensibles. En 2011, il y a eu une épidémie de listeria aux États-Unis. Ils ont recherché, évidemment, dans les premiers aliments où on recherche la listeria, c'est-à-dire les fromages, produits laitiers, éventuellement le saumon, ce genre d'aliments. Visiblement, ce n'était pas le cas. Et il a fallu quand même une épidémie qui a duré quelques mois, qui a touché un grand nombre d'États américains. Ça a quand même fait 88 personnes malades et 17 décès, hein, c'est quand même pas rien, pour arriver à mettre la main sur l'aliment qui était contaminé, et c'était des melons. C'est vraiment un aliment dans lequel on n'attend pas à retrouver de la listeria, très certainement qui était contaminé et qui était mal conservé. L'explication exacte, on ne l'a jamais vraiment eue, mais en tout cas, ils ont retrouvé de la listeria dans ces melons, ils ont pu faire une recherche épidémiologique qui a bien démontré que c'était l'agent pathogène. Ce qui montre que malgré tout ce qu'on sait, il faut garder l'esprit ouvert et que l'analyse est une chose, l'inspection une autre, et puis le souvenir des patients, toute cette partie anamnèse, c'est vraiment important. Ça montre que c'est aussi un domaine absolument pluridisciplinaire, où médecins, chimistes, bactériologistes doivent parler ensemble. Voilà, donc on a vu qu'il y a des cas, ils ne sont pas forcément si nombreux, mais la grande question qui nous hante, nous, tous les jours, c'est finalement, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut mieux protéger, est-ce qu'on peut prendre des mesures? Alors, c'est clair que les moyens d'action et de prévention, pour nous, je vous l'ai dit, c'est de faire des inspections et c'est de faire des contrôles de produits. C'est le premier point et c'est notre raison d'être. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux faire? Eh bien, on travaille maintenant de plus en plus sur les fréquences de contrôle qu'on va mettre dans les établissements. Et comme on ne peut pas se multiplier, on est obligé d'avoir un concept basé sur le risque. Et on essaye d'adapter nos fréquences de contrôle. Parce qu'on vous a dit, on va dans les restaurants, on va dans les entreprises, mais vous ne savez pas combien de fois on y va. Si on y va une fois tous les 12 ans, c'est pas sûr qu'on soit très efficace. Donc on a essayé de mettre en place tout un système au niveau suisse, où on a classifié la plupart des entreprises
Alors, une entreprise de produits laitiers, on va aller la voir tous les ans. Une entreprise de boulangerie, tous les 2 ans. Une entreprise qui fait des soupes déshydratées, tous les 4 ans. Ça, c'est la fréquence de base. On a classifié tous les types d'entreprises en fonction des risques qu'elles représentaient par rapport à leurs produits. Uniquement par rapport à leurs produits et la technologie de ces produits. Et puis là-dessus, il y a nos résultats. Quand on fait une inspection, on met des notes sur certains points. L'autocontrôle de l'entreprise, puisque en fait la première barrière c'est l'autocontrôle. Chaque entreprise est censée se faire ses propres contrôles, donc on va évaluer cet autocontrôle, on va évaluer les produits qui sont dans cette entreprise, on va évaluer les processus, est-ce que les températures sont bonnes, est-ce qu'ils cuisent assez, est-ce qu'ils font des vérifications sur les produits quand ils arrivent, etc., etc. On va vérifier les locaux, puis après on va regarder aussi est-ce que cette entreprise on a déjà eu des problèmes avec, est-ce qu'on a des relations de confiance avec cette entreprise ou pas. Est-ce qu'elle produit internationalement, pour toute la Suisse? Est-ce qu'elle fait des produits pour bébés? On prend tous ces critères-là, et à partir de là, on va avoir un facteur de correction de la fréquence pour la prochaine inspection. Si je résume, un restaurant contrôle tous les 2 ans. Si le restaurant il est nickel quand on va à l'inspection, on reste tous les 2 ans. Il n'y a pas de raison de retourner forcément, à moins que ça change de patron. Là, on change toute la donnée. Mais autrement, on retourne tous les 2 ans. Un restaurant qui nous pose problème, on va peut-être retourner tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Il y a un facteur qui va faire qu'on va retourner beaucoup plus souvent. Et on a mis en place maintenant ce système pour toutes les entreprises. Et donc, chaque fois qu'on fait une inspection, quelque part, on sait quelle est la prochaine fréquence, la prochaine fois qu'on doit y retourner. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des inspections de base. Ça n'empêche pas que quand on va sur place et puis qu'il y a des tas de travaux à faire, on retourne vérifier quand même que ça a été fait. Mais la prochaine inspection de base, elle aura lieu peut-être une année plus tard ou 6 mois plus tard. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les produits, c'est un peu plus compliqué. On essaye d'y réfléchir maintenant au niveau national et international aussi, de savoir finalement combien de produits on doit contrôler pour être efficace. Alors les Allemands, ils ont fait assez simple, ils ont dit 5 échantillons par 10 000 habitants. Bon, on ne sait toujours pas trop quoi, ni comment choisir. Nous, on essaie de mettre quelque chose en place d'un peu plus sophistiqué. Mais c'est vrai que les critères sont beaucoup plus compliqués sur les produits, parce que les origines des produits peuvent avoir une influence, les méthodes de production aussi. On n'a pas toujours toutes les informations, contrairement à ce qui est fabriqué en Suisse. Et puis c'est clair que ces deux choses-là, quand même, sont complètement complémentaires. Si on voit que des produits ne sont pas bons dans une entreprise, on va retourner aussi beaucoup plus souvent. Donc voilà, comment on essaye d'être plus efficace sur nos contrôles, de vraiment faire ce qu'on appelle maintenant les contrôles basés sur le risque, de manière à être vraiment présent là où c'est le plus important, et puis peut-être de lâcher un petit peu du lest là où on voit que tout se passe bien. À l'interne, on a aussi juste notre laboratoire, quelques axes stratégiques. C'est sûr, je vous ai parlé de fréquences d'inspection, il s'agit maintenant de pouvoir les respecter puis d'arriver à le faire et d'avoir le nombre suffisant de personnes pour le faire. D'avoir la capacité de faire respecter nos exigences. Il faut savoir qu'à Genève, quand même, on est un des seuls cantons où j'ai le pouvoir de mettre les amendes. On n'est que 3 cantons en Suisse. Genève, Neuchâtel et Tessin. Dans la plupart des autres cantons, il faut passer par tout un système, on va dire, juridique, où on doit passer par le préfet, etc., etc. Donc c'est vrai, c'est des procédures beaucoup plus longues à mettre en place. À Genève, on a pu raccourcir la chaîne, ce qui nous donne, nous, une capacité d'obtenir des résultats peut-être plus rapides. Comme Nathalie l'a dit, on veut augmenter le volume des contrôles des échantillons. L'inspection, c'est bien, mais on aimerait qu'au moins on puisse prélever presque chaque fois des échantillons pour faire le contrôle qui est complémentaire à ce que les inspecteurs voient sur le terrain. Et puis, la gestion de crise, parce que quand vous avez vu qu'on a une flambée tout d'un coup de campylobactère, de salmonelle, il faut pouvoir agir extrêmement vite. Et sur ce point-là, on a encore des difficultés, parce que ces méthodes, qui sont ces méthodes officielles, elles mettent 3 jours, 4 jours, parfois plus.
Si on a une crise, j'ai pas 5 jours. Il faut pouvoir essayer d'identifier le plus rapidement possible l'élément pathogène et si possible l'aliment. Parce qu'en plus, on a peut-être un problème là, mais cet aliment, il peut être distribué. Est-ce qu'il y a d'autres lots? Il faut pouvoir agir rapidement. Et pour ça, il faut trouver d'autres méthodes qui nous permettent de diminuer les délais d'analyse. Moi, mon rêve, c'est quasiment la camionnette où dans la journée, j'ai le résultat, quoi. Ça, ce serait le rêve. Peut-être qu'on y arrivera. C'est encore pas pour tout de suite, mais on a quand même gagné par les nouvelles technologies facilement plusieurs jours, en tout cas une bonne journée dans bien des cas. Par exemple, pour les fêtes de Genève, on est beaucoup plus efficace sur nos contrôles parce qu'on a le résultat avant la fin. Et parce qu'on a gagné 24 heures, 48 heures sur nos analyses. Et ils nous revoient avant que ce soit fini. Et je peux vous dire que ça a été efficace, ça a bien plus que quelques fois. Alors j'ai donné cet exemple-là, mais c'est valable pour tous les types de manifestations publiques et pour tous les autres types de contrôles. Et puis, la recherche des éléments pathogènes, c'est sûr que si on veut aller très vite, pour nous, ce qui est important, c'est pour pouvoir agir dans les 24 heures, les 10 heures, c'est surtout savoir s'il y a quelque chose de dangereux pour la santé. Ça, c'est le premier point, et c'est de travailler sur une détection rapide de toutes ces bactéries pathogènes. Voilà un petit peu, je ne sais pas si on a répondu un peu à vos questions, de voir un peu quels sont les germes qui sont présents. Est-ce qu'on a beaucoup de maladies en Suisse liées aux denrées alimentaires? Non. Il y a une bonne qualité des produits et des contrôles. Il y a toujours mieux à faire. C'est une pression qu'il ne faut jamais relâcher. Mais globalement, je pense que vous pouvez continuer à vider vos assiettes en toute quiétude. Je vous remercie pour votre attention. La dernière fois que vous avez vous devez donner une amende à une marque, c'était laquelle? Tu sais que c'est une excellente question, ça. C'est une excellente question parce qu'en fait, j'ai pas le droit de te le dire. Et c'est d'actualité. Et c'est complètement d'actualité. C'est utile. Pardon? Est-ce que c'était utile? Donc, est-ce que l'amende, ça marche. À l'amende, ça marche bien quand même. Ah oui, les entreprises réagissent. Ça, même des fois sans amende. Oui. Ça va dépendre beaucoup de la sensibilité de l'entreprise. Mais on n'est pas forcément immédiatement dans du pénal. Mais pour répondre précisément à la question, on est obligé de garder le secret, c'est dans la loi. C'est inscrit dans la loi fédérale, nous sommes tenus à garder le secret. Je vous ai dit avant que la loi était en discussion aux chambres fédérales. Il était prévu d'éliminer cette obligation de garder le secret pour mettre un certain nombre de choses à la place. Mais aux dernières nouvelles, le Conseil des États a tout biffé. Donc pour le moment, en tout cas, on a trop peur que ça nuise à l'économie et aux entreprises. Et donc, l'obligation de garder le secret reste. Il faut quand même relativiser deux choses. C'est pas parce qu'on dévoilerait les marques que la sécurité alimentaire serait meilleure. Ça ne changerait rien. Encore une fois, un restaurant, etc., c'est clair qu'on ferait sa mort économique et les mesures, on ne sait pas si elles seront mieux appliquées ou pas. Pour nous, ce qui est important, c'est que les mesures qu'on prend soient suivies. Ça, c'est important qu'on ait par contre le pouvoir de contrôler et de vérifier que les mesures qu'on exige soient suivies. Après, de diffuser le nom ou pas, c'est toujours délicat. Vous avez toute la graduation possible dans les gravités. Il faut encore arriver à lire cette graduation, ce qui est pas évident. Donc, moi, je suis ni pour ni contre, en fait, ce sujet-là, mais c'est vrai qu'a priori, on ne donne pas les marques. Sauf un cas où on donne les marques, si on met en évidence un produit dangereux pour la santé, et ça arrive encore assez souvent au niveau européen. À ce moment-là, le produit, soit s'il a été vendu chez les gens et puis qu'il est dangereux pour la santé, on fait ce qu'on appelle un rappel.
C'est-à-dire que tu as peut-être vu des fois que telle ou telle entreprise rappelait tel produit. Ben, c'est ça en fait. Il y a eu un contrôle, le produit est dangereux pour la santé, mais c'est l'entreprise elle-même qui, sous la pression des autorités, fait le rappel. Mais elle va dire ramenez le produit machin ou ne consommez pas le produit truc. Voilà, il y a une question là-bas, à gauche. Là. Oui. Est-ce que c'est pas un peu négatif de surprotéger tout le temps et de... Enfin, ouais, ça ne rend pas plus faible de ne pas avoir de... De transparence? Ouais. De surprotéger qui? Oui, le consommateur ou l'entreprise? Oui, le consommateur. Ah, vous seriez pour être en fait Non, je dis plus... pas forcément l'extrêmement, mais peut-être des fois j'ai l'impression qu'on surprotège et que ça nous rend plus vulnérables parce qu'on a Ah, alors ça c'est une question qu'il faut poser au médecin, que je ne suis pas. Je pense pas, je pense quand même qu'on a fait des progrès en termes de santé publique assez importants et la qualité des denrées alimentaires et tout ce qui a été fait en termes d'hygiène alimentaire, on n'est pas étranger. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si on a cette qualité-là, et on a quand même, malgré les résultats, une qualité hygiénique qui est bien meilleure que ce qu'on pouvait avoir il y a 40 ou 50 ans. Nos modes de consommation ont aussi changé. Personne n'allait faire les courses une fois tous les 10 jours avant. Hein. On ne demandait pas de conserver un aliment aussi longtemps. Donc tout a aussi changé, a été modifié. Le prêt à l'emploi, ça n'existait pas non plus. Mais ça crée de nouveaux problèmes. Il y a une question là-haut. Ah. Voilà. J'ai une question collatérale. Ce n'est pas dans l'assiette, mais c'est dans les verres. Dans les verres. Oui. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de nouveaux produits médicinaux, de médicaments, inclusif la pilule contre la pilule conceptive. Et depuis quelque temps, on note dans le lac, même les poissons commencent à changer de sexe. Ma question là est-ce qu'il y a des filtrations quand ces déchets vont au lac, une filtration spéciale, et quand elle revient, c'est le consommateur? Merci beaucoup. Alors là, on sort complètement du domaine de la microbiologie, on tombe dans le domaine de la chimie. On parle de la pollution en fait, de nos eaux et de la consommation en eau potable par la suite. Bon. Alors, oui, tout ce qu'on consomme, quelque part, finit dans nos eaux, dans les eaux usées. Oui. Oui, une partie va passer tout droit, va pas être éliminée par les stations d'épuration qu'on a aujourd'hui. Mais, en Suisse, on a quand même une qualité des eaux qui est extraordinaire. On a de l'eau en abondance. On a des effets de dilution, en tout cas déjà au niveau du Léman, qui sont énormes, qui fait qu'on a des concentrations en micropolluants dans l'eau du lac, par exemple, qui sont présentes, on peut les voir avec les méthodes d'analyse qu'on a aujourd'hui, mais qui sont extrêmement faibles. Ensuite, les méthodes de potabilisation de l'eau, c'est-à-dire qu'on va pomper l'eau du lac, mais on ne va pas la distribuer telle qu'elle au consommateur. Il va y avoir des étapes de traitement de cette eau. Ces étapes de traitement, à l'heure actuelle, éliminent quasiment tous les produits qui sont présents. Il y a certains produits qui passent un petit peu à travers, mais ils sont en quantité vraiment infime, et presque tout est éliminé. Cela n'empêche pas que la Confédération a un projet extrêmement ambitieux d'équiper toutes les stations d'épuration de taille importante, ou celles qui sont liées à des hôpitaux, par exemple, avec un système comme pour l'eau potable, si on veut, alors je vous le fais en raccourci, hein, mais qui permettrait d'éliminer également ces produits-là avant qu'ils arrivent dans l'environnement. Donc c'est une problématique qui est prise très au sérieux à l'heure actuelle. Est-ce qu'au niveau des aliments, le bio est vraiment plus sûr? Alors, le bio. Ah, aussi un grand débat, le bio. Alors déjà, le bio, il faut être clair. Le bio n'égale pas aliment plus sain. Le bio, c'est une méthode de culture. C'est une méthode de culture qui interdit un certain nombre de choses. D'accord? Alors c'est vrai qu'elle interdit l'usage des pesticides de synthèse. Elle interdit l'usage des engrais, de certains types d'engrais en tout cas. Alors, de ce point de vue-là, oui, le bio
est plus sain qu'un autre type d'aliment. Mais après, si on a parlé ici de microbiologie, si vous mangez une salade prélavée, découpée, etc., qu'elle soit bio ou pas bio, c'est la méthode d'utilisation qui fera qu'il y a des microbes ou qu'il n'y en a pas. Hein, c'est ce que l'entreprise qui se lave les mains, etc. Il n'y aura pas de différence à ce niveau-là. Mais par contre, oui, du point de vue des pesticides, du point de vue de certains engrais, le bio est mieux. Mais c'est une méthode de culture. Ce n'est pas un label de santé. Ça, c'est important de comprendre. Peut-on faire confiance aux boulettes de viande hachée ou tout autre produit transformé et non naturel? Est-ce que ça cache quelque chose de non avouable? Puis d'autre part, en amont, vous contrôlez aussi les eaux minérales et les bêtes destinées aux abattoirs. Pour les boulettes de viande hachée, tu peux répondre ou pas? Pour les boulettes de viande, effectivement, c'est vrai que c'est sur les produits industriels qu'il y a eu les plus gros scandales, mais de fait, parce qu'il y a aussi une grosse production et le fait que ça soit haché, ça a toujours été des produits à risque. Les produits hachés, microbiologiquement, ont toujours été des produits à risque. C'est vrai que les scandales qui ont éclaté, c'est parce que avec l'industrialisation, ça a été des grosses quantités et du coup, ça a touché énormément de personnes. Mais il était noté que tout ce qui est produit haché sont des produits nettement risqués, puisque si vous voulez, quand vous avez un beefsteak, les bactéries peuvent être à l'extérieur, mais certainement pas à l'intérieur de la viande. Mais à partir du moment où vous les hachez, eh ben, vous mettez des bactéries partout. Et que quand vous cuisez à cœur quelque chose, là, les bactéries vont pouvoir être tuées. Mais si vous cuisez juste aller-retour le steak haché, ben, à l'intérieur, les bactéries qui sont dedans, elles ne vont pas être tuées. C'est pour ça qu'on préconise, notamment pour les enfants, des cuissons bien marquées, notamment pour les steaks hachés. De manière générale, plus un produit est transformé, plus il est sensible. Parce qu'il y a plus de manipulation. Parce qu'il y a plus de manipulation. Donc ça reste une règle. Et c'est vrai que la viande hachée est toujours un petit peu dans en première ligne des contrôles. Hein. Quand on a vu les résultats, un inspecteur, quand il va sur place, s'il voit un steak haché et un steak normal, il prendra le steak haché pour les analyses. Hein. S'il voit un steak tartare avec un œuf dessus. Possible, hein. Et le steak tartare avec l'œuf dessus, c'est sûrement une mauvaise idée. C'est bon, mais c'est dangereux. En tout cas, avec la coquille posée dessus, voilà, si on vous amène ça, vous pouvez leur demander qu'ils vous le ramènent. Le colis, salmonelle, parfait. On parlait tout à l'heure des... Ça marche? On parlait de alimentaire, et à ce propos, j'aurais voulu savoir si, s'il y avait quelque part une méthode de manière à déterminer si les aliments qu'on garde, combien de temps on peut les garder, par exemple des légumes cuits, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelque part des critères parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le goûter non plus, ils ont un goût tout à fait parfait, admettons, et on les a gardés au frigo, voire 3, 4, 5, 6 jours. On va les recuire, je ne sais pas, les réchauffer, et puis on ne sait pas s'il y a des bactéries qui se sont développées ou non. Alors, je suis content que vous posiez cette question. Il y a deux éléments de réponse. Bon, le premier, il faut être clair, les dates qui sont mises sur les produits, ce sont les entreprises qui les fixent. C'est l'entreprise qui affirme que jusqu'à cette date-là, le produit est irréprochable. Elle est censée avoir fait des analyses, des tests, etc., pour démontrer que ce produit est irréprochable à cette date-là. Et ces tests sont normés, hein. Mais ce qu'on observe, c'est que ces durées, elles ont tendance à se raccourcir. En fait, dans l'histoire, c'est qu'au tout départ de la législation, on avait mis des durées. Et puis les entreprises sont venues nous dire, non mais attendez, vos durées, là, nous, on a des produits qui se gardent beaucoup plus longtemps, parce qu'on fait ci, on fait ça, on a des emballages comme ci, etc. Donc le législateur a changé et a dit, bon ok, les entreprises font des tests, valident les durées de leurs produits. Puisqu'on observe aujourd'hui, c'est que les durées sont plus courtes que ce qu'étaient avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on a un problème de gaspillage alimentaire, qu'un certain nombre de produits sont encore consommables passés de date. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez consommer des produits qui ont dépassé de date, parce que vous ne pouvez pas savoir s'il y a eu un problème ou pas. Est-ce que vous l'avez conservé correctement? Est-ce que vous ne pouvez pas le savoir? C'est pas détectable. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la Fédération romande des consommateurs qui vous dit manger un yogourt 15 jours après la date, vous risquez rien. Non, ça c'est pas vrai. Le changement, il doit se faire au niveau de la législation, où on doit préciser
À partir des tests, c'est tant de jours de délai et pas plus. On doit être beaucoup plus clair à ce niveau-là. Après, au niveau technologique, il y a des choses assez intéressantes qui se développent à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle les emballages intelligents. On est en train de développer un certain nombre d'emballages avec des pastilles qui réagiraient à certaines formes de gaz. Bon, vous avez vu, les bactéries de putréfaction, etc., dégagent des gaz. Et en fait, ces emballages auraient une pastille qui serait verte, et puis quand elles sentiraient un petit peu que des gaz se font à l'intérieur de l'emballage, elles passeraient au rouge. Ça, c'est l'emballage intelligent. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. On attend de voir un peu ce qui va venir dans l'avenir, mais c'est certainement une des voies. Écoutez, je n'arrive pas à savoir ou comprendre si ces bactéries, donc Listeria ou Salmonelle, etc., se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de certains aliments comme les œufs ou le melon ou les légumes qui sont protégés par une enveloppe externe et donc l'intérieur est complètement stérile. Est-ce que cette salmonelle donc, se trouve à l'extérieur et infecte par la suite à manipulation ou autre, l'intérieur, ou bien cette salmonelle peut se trouver à l'intérieur, par exemple de l'œuf ou du melon? Alors, c'est produit par produit. Le cas de l'œuf est assez intéressant. Les œufs, par exemple. Oui, le cas de l'œuf est assez intéressant parce qu'en fait, un œuf intact, c'est important, hein, qui a une coquille intacte et parfaite, est normalement protégé et toutes les études qui ont été faites ont montré quasiment aucune contamination à l'intérieur de l'œuf. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait été bien brossé, bien nettoyé, etc., parce qu'il perd la petite couche de graisse qui va autour, qui le protège. Mais j'ai fait ça avant de le consommer, avant de le toucher, de le manipuler. Faut surtout pas. Alors c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Votre œuf se conservera beaucoup moins longtemps si vous le frottez avec des produits. C'est au moment de la consommation, pas avant. Et par exemple, les melons, je les lave aussi avant au savon, parce qu'en coupant, je me dis que toute la saleté de l'extérieur, je peux l'introduire, enfin en touchant peut-être la chair du melon. Alors le melon à l'intérieur, ça je ne sais pas. De toute manière, laver les fruits et les légumes, ça reste une évidence. Pas seulement pour les bactéries, mais vous pouvez avoir des virus, vous pouvez avoir des tas d'autres choses. Donc ça reste une des bases. Laver ses fruits et ses légumes. Ça ne va pas vous être utile pour les pesticides, mais en tout cas pour l'aspect hygiène, ça reste une règle de base. Mais alors, salmonelle, pas vous dedans. Vous pouvez en avoir selon les produits à l'intérieur comme à l'extérieur, et pour d'autres, les œufs, si la coquille est intacte, vous en aurez plus sur l'extérieur, sur la coquille en fait, qu'à l'intérieur. Donc on fait l'œuf à la coque, l'intérieur et... S'il est cuit, vous risquez rien déjà.